Sur ce continent, il existe une gemme extrêmement rare qui renferme une magie ancestrale. On l'appelle la pierre magique. Et pendant que les nobles se prélastent dans le luxe, qui pourrait croire que dans les abysses sous leurs pieds, un groupe d'esclaves trime jour et nuit, ils sont forcés de polir ces pierres brutes et le moindre faux pas, c'est la mort assurée. Un son de cloche strident retentit. Allen pensait que sa journée de galère était enfin terminée. Mais non, le superviseur débarque en trombe et se met à hurler sur une pierre brute qui n'est pas encore finie. À ses yeux, ces esclaves valent moins que des ordures, ils ne rapportent même pas d'argent. Le superviseur se moque d'eux, disant que leur technique est si nulle qu'ils ne méritent même pas de bosser ici. Allen sort une pierre magique orange de superbe qualité. Il veut juste expliquer qu'il n'a pas encore fini de la travailler, mais il n'a même pas le temps de finir sa phrase qu'il se prend un violent coup de pied qui l'envoie valser au sol. Dans cet atelier sombre et sans espoir, tenter de raisonner ne vous vaudra qu'une raclée encore plus violente. Le regard plein de défi d'Allen a complètement mis l'homme en rogne. Pour ses superviseurs, l'amour-propre d'un esclave, c'est une vaste blague. Le type se met à l'insulter tout en le rouant de coups, comme si ça ne suffisait pas. Non, une simple raclée, ce n'était pas assez pour le calmer. Il attrape violemment les cheveux d'Allen et l'oblige à prendre en charge le travail de tout le monde. Il tire même sur la chaîne à son cou pour le soumettre complètement. Là, c'est la merde. Non seulement Allen doit supporter la douleur, mais il doit aussi finir tout le boulot avant le lever du soleil. En voyant le superviseur s'en aller fièrement, personne ne sait combien de temps ce gamin va encore tenir. Mais personne ne s'attendait à ce que la situation prenne une tournure complètement inattendue. Non seulement Allen n'a pas supplié, mais il a calmement compté le nombre de coups qu'il recevait. Il a fixé l'homme droit dans les yeux et lui a demandé de le frapper encore, car selon les règles ici, chaque coup reçu donne droit à une chance de plus d'obtenir une pierre magique. Cette témérité suicidaire a fait reculer le superviseur, qui était si arrogant il y a une seconde, complètement flippé, se disant que ce gamin était un vrai taré. L'homme a pris ses jambes à son cou, laissant Allen se faire enfermer dans un cachot glacial. Mais toute cette scène de défi a été observée par Klaus, qui se cachait dans l'ombre. Au petit matin, Allen était encore plongé dans les sensations de la nuit précédente. Pour lui, ces pierres magiques de toutes les couleurs avaient une fascination irrésistible. Surtout cette pierre brute d'un bleu clair. Sa pureté et sa plénitude lui ont fait oublier un instant le froid glacial du cachot, lui donnant même envie de la polir éternellement. Mais cette tranquillité a été vite brisée. Le superviseur a ouvert la porte de la cellule d'un grand coup de pied, pressant les esclaves de se remettre au travail. À côté de lui, Klaus lui a tendu la main et lui a demandé s'il pouvait encore se tenir debout. C'était un vrai miracle. Depuis qu'Allen était arrivé dans cet enfer, c'était la première fois que quelqu'un lui adressait la parole. Il a regardé Klaus, le cœur rempli de méfiance. Dans cet enfer où les hommes se dévorent entre eux, la gentillesse est plus rare que l'or. Il a instinctivement reculé un peu, examinant avec méfiance ce visage couvert de rides. Avant qu'ils ne puissent échanger plus de mots, les cris du superviseur se sont fait entendre. Pour ces brutes, tant qu'un esclave respire encore, il doit bosser jusqu'à son dernier souffle. Mais Allen n'en avait rien à faire. Toute son attention était captivée par la pierre brute violette dans ses mains. Cette couleur rare l'excitait comme s'il avait découvert un trésor. Il était impatient de voir à quel point cette pierre serait belle une fois polie. C'est à ce moment que Klaus n'a plus pu se retenir. Il lui a demandé « Gamin, pourquoi as-tu fait ça hier soir? Pourquoi provoquer les coups ?» Face à l'interrogation de Klaus, Allen ne voulait pas lui répondre au début. Il voulait juste se concentrer tranquillement sur son travail. Mais Klaus a insisté. Il n'a pas lâché l'affaire en y voulant savoir pourquoi il avait volontairement cherché les coups. Allen est resté silencieux un long moment avant de donner une réponse surprenante. « Je voulais juste polir des pierres, c'est tout. » Pour lui, sa vie d'avant dans les bas-fonds, aérer chaque jour pour remplir son ventre, c'était comme être un mort-vivant. Sa vie n'avait rien qui vaille la peine, ce n'est qu'en rencontrant ces pierres magiques, même si être esclave ici est pire que la mort, tant qu'il peut polir ses trésors de ses propres mains, son âme a l'impression de revivre. En entendant cette réponse, Klaus est resté sans voix. Il n'aurait jamais imaginé que ce gamin était prêt à risquer sa vie pour cette petite lueur d'espoir. Face à l'insistance de Klaus, Allen a semblé un peu impatient. Il a répondu froidement « Laisse-moi tranquille, ce que j'aime, ça ne te regarde pas. » À ses yeux, ces pierres magiques n'étaient pas que des minéraux froids. En les polissant sans relâche, elles émettaient une lumière fascinante. Et on pouvait même voir les motifs qui s'écoulaient à l'intérieur. En regardant ces petites choses scintillantes, son cœur endurci pouvait enfin trouver un instant de paix. Mais en entendant ces mots, l'expression de Klaus a complètement changé. Il a fixé Allen, sa voix tremblante. « Gamin, tu peux voir ces motifs ?» Allen a trouvé ça bizarre. N'était-ce pas évident ? Il semble que ce jeune homme qui luttant dans le cachot cachait un secret capable de changer son destin. En voyant la fascination d'Allen,
Klaus a réalisé que ce garçon possédait peut-être vraiment ce talent rare. Il a baissé la voix et a dit à Allen « Les motifs que tu vois, c'est en fait de la magie ancienne. Ces pierres que vous considérez comme une corvée sont en réalité des réceptacles d'un pouvoir incroyable. Associées au légendaire grimoire, elles peuvent libérer une puissance capable de détruire le monde. Mais dans cet atelier miteux, elles ne sont que des objets à vendre pour une bouchée de pain. » Allen était complètement abasourdi. Il pensait que le trésor dans ses mains était tout ce qui existait, mais Klaus venait de lui apprendre que ce n'était que la pointe de l'iceberg. Dans le monde extérieur, il y avait d'innombrables pierres magiques de tous les éléments, vent, feu, foudre, 1000 fois plus brillantes que celles qu'il voyait ici. À cet instant, pour la première fois, le cœur d'Allen s'est enflammé d'un désir de liberté. Il existait donc vraiment un monde de rêve en dehors de cet enfer. En écoutant Klaus décrire ce monde immense, le regard d'Allen a changé. Pour la première fois, il a réalisé que cette petite pierre dans sa main n'était que la clé d'un nouveau monde. Impatient, il a demandé « Messieurs, dites-moi plus, où est-ce que je peux trouver ces trésors ?» Klaus est resté silencieux un moment, puis son ton est devenu extrêmement sérieux. « Pour voir ces choses, tu dois d'abord sortir d'ici vivant. » Mais qui aurait cru qu'à peine ces mots prononcés, la situation allait complètement déraper. Klaus s'est effondré au sol sans crier gare. C'est alors qu'une voix glaciale s'est fait entendre derrière eux. Qui a dit qu'il voulait partir d'ici? Un grimoire émettant une lumière éblouissante est apparu devant lui. Allen était figé, fixant intensément la lumière. Malik, avec un sourire narquois, leur a bloqué le passage en demandant « Où est-ce que vous comptiez aller ?» Allen a fixé son ennemi, brûlant d'envie de lui sauter à la gorge. Mais Klaus, à côté de lui, a pris un ton glacial, disant que Malik n'était pas digne d'être un mage. Leurs regards se sont affrontés dans les airs et leur vieille rancune a instantanément enflammé l'atmosphère. Klaus l'a traité de traître de la pire espèce. Malik, lui, a pris une posture de victime, alors qu'ils avaient travaillé ensemble. Pendant 30 ans, il a accusé Malik non seulement d'avoir volé le grimoire, mais aussi d'utiliser des enfants pour vendre des pierres magiques au marché noir, ce qui est la honte de tous les mages. Face à ces accusations, Malik a juste ricané en le traitant de vieil hypocrite. Malik a ensuite touché le point faible de Klaus. Il a dit que c'était à cause de sa sensiblerie que sa petite fille avait été capturée. Tout en se moquant, il n'a pas oublié de brandir son butin, ajoutant que ce génie miraculeux, qui pouvait autrefois contrôler 10 types de magie, sans ce grimoire, il n'était plus qu'une larve. Klaus l'a fusillé du regard, le ton plus froid que la glace, lui ordonnant de retirer ses sales pattes. Malik, furieux, s'est plaint qu'il pensait qu'en obtenant ce livre divin, il maîtriserait la magie ancienne destructrice. Mais au final, peu importe ses tentatives, ce livre dans ses mains était comme un bout de ferraille sans aucune réaction. Dans un accès de rage, il a jeté le livre et les gemmes par terre, les traitant de déchets inutiles. Mais à cet instant précis, Allen est resté figé. Ces objets abandonnés dans la boue émettaient une faible lueur, comme s'ils l'appelaient frénétiquement, à travers le temps et l'espace. La situation était sur le point de s'inverser. Malik n'aurait jamais imaginé que ce qu'il venait de jeter était en fait la clé de l'éveil d'Allen. Malik, ce vieux renard, a finalement flairé quelque chose. Il a regardé Klaus dans les yeux d'un ton sinistre, disant que ce pouvoir ne pouvait pas venir d'un objet extérieur. Il voulait forcer Klaus à avouer comment il percevait les pierres magiques. Voyant que Klaus ne parlait pas, il a fait signe aux gardes. Il comptait lui arracher des aveux par la force. Voyant Klaus se faire tabasser au sol, Alan hurlait, paniqué. Mais il était complètement impuissant. Sauf que Klaus, c'était un vrai dur à cuire. Même s'il se faisait démolir au point de ne plus pouvoir se tenir droit, le bruit sourd des poings s'écrasant contre sa chair donnait la chair de poule. Klaus serrait les dents, refusant de lâcher le moindre gémissement. Il a même réussi à balancer avec un sourire narquois, même si je te le disais, avec tes pauvres capacités, tu pourras toujours courir pour le voir un jour. Là, Malik a complètement pété un câble. Alan le fixait avec un mépris total dans la voix, en se disant que ses yeux étaient depuis longtemps aveuglés par la cupidité. Cette fois, ça a fait disjoncter Malik pour de bon. Il a violemment attrapé les cheveux de Klaus et s'est mis à l'insulter copieusement. Et qu'il n'était plus qu'un déchet qu'il pouvait écraser d'une main. Il comptait se servir de Klaus comme d'un cobaye pour presser ce vieil homme jusqu'à sa dernière goutte de valeur, jusqu'à s'approprier ses yeux et son pouvoir. Le vieux renard montrait enfin son vrai visage, le plus hideux qui soit. La situation de Klaus était désespérée. Ce vieux fou de Malik a complètement pété les plombs, il a levé un chandelier et a juré les dents serrées qu'il ferait payer Klaus. En un instant, la cellule a été envahie par les flammes. Klaus, paniqué, lui a crié « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais Malik n'écoutait plus rien. Il s'est dit que puisque ce grimoire était inutile, autant le détruire. Il voulait aussi anéantir tout espoir de fuite pour Klaus.
Même quand ses sbires se sont précipités pour l'arrêter, Malik a continué de ricaner en jetant lui-même le livre et les gemmes dans le brasier ardent. Le feu est devenu incontrôlable. Klaus, à côté, regardait stupéfait. Personne ne s'attendait à ce qu'Allen se jette directement dans les flammes. Au milieu des vagues de chaleur, il fixait les pierres magiques sur le point d'être détruites. Les flammes léchaient les surfaces cristallines, de fines fissures se propageant silencieusement sous la chaleur intense. Allen a tendu la main, ignorant la brûlure. Derrière lui, Klaus hurlait, lui disant de récupérer le grimoire, car la vie de tout le monde en dépendait. Malik, fou de rage, pointait Allen du doigt en criant « Sale !»« Oh gamin, tu cherches la mort ou quoi? Tu oses me voler ?» Allen n'a même pas tourné la tête et a juste lâché un glacial, dégagé du chemin, puis il a disparu dans le mur de flammes. Dans le feu brûlant, il a tendu désespérément la main. Le grimoire n'était plus qu'à quelques centimètres. Juste au moment où les pages allaient être réduites en cendres, Allen l'a enfin attrapé. À l'instant où il a saisi le livre, les flammes environnantes se sont transformées en un or éblouissant. Cette puissance a instantanément balayé toute la cellule. Klaus, fixant le garçon, la voix tremblante, a demandé « Mais qui es-tu, bon sang? La légende serait-elle vraie ?» Allen lui-même était complètement sous le choc. En voyant cette lumière étrange sur son corps, il n'avait aucune idée de ce qui venait de s'éveiller en lui. Le pouvoir à l'intérieur d'Allen a complètement échappé à son contrôle. C'était comme si toutes ses anciennes chaînes étaient en train de brûler. Sa vision du monde avait complètement changé, comme si tout était désormais sous son contrôle. Malik n'en croyait pas ses yeux. Comment était-ce possible ? Un misérable esclave venait de s'éveiller en tant que mage légendaire. Malik a paniqué et a ordonné aux gardes de récupérer le livre à tout prix. Il ne fallait absolument pas que ce grimoire tombe entre les mains de Klaus. Il fallait passer aux choses sérieuses. Malik a ouvert son propre codex et a instantanément invoqué un immense dragon d'eau. Mais qui aurait cru que la magie de l'eau de Malik était totalement incapable d'éteindre ses flammes? Allen a découvert avec surprise que ces flammes le semblaient vivantes, obéissant à sa volonté. Malik était maintenant complètement abasourdi. Ce gamin venait à peine de s'éveiller et il pouvait déjà contrôler la magie directement. Ce n'était plus une question de talent, c'était un monstre. Mais ce qui le terrifiait le plus, c'étaient les yeux violets d'Allen, qui pouvaient déchiffrer les anciennes runes du grimoire. Klaus regardait le jeune homme, n'en croyant pas ses yeux. Une telle affinité avec la magie ancienne, Allen était sans aucun doute un génie, qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Mais dans la situation actuelle, le talent seul ne suffisait pas. Allen restait un débutant sans aucune expérience du combat. Le niveau de Malik était bien supérieur au sien. À ce rythme, Allen finirait par être épuisé. Klaus a voulu le prévenir, mais il a été étranglé par les gardes derrière lui. Allen, au milieu des flammes, serrait les dents avec une seule idée en tête. Il devait remettre ce grimoire en main propre à Klaus. Allen, serrant le livre contre lui, sprintait désespérément à travers le brasier. Malik n'allait évidemment pas le laisser partir. Il a déchaîné une énorme vague d'eau pour écraser Allen sur place, en hurlant « Tu crois pouvoir t'enfuir ?» Pas moyen. À ce moment critique, Allen a utilisé toutes ses forces pour lancer violemment le grimoire vers Klaus. Klaus l'a attrapé de justesse, mais Allen a été projeté en arrière par le torrent déchaîné. Allen a hurlé « Le vieux !» Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Le reste ne dépendait plus que de Klaus. Klaus a rapidement attrapé quelques gemmes. Une explosion assourdissante a retenti et une lumière blanche aveuglante a englouti le champ de bataille. Malik était dans de beaux draps. Allen s'est écrasé lourdement au sol, son corps complètement disloqué. Il a fixé Malik au loin. Le prix de la vérité est souvent plus lourd qu'on ne l'imagine. Klaus, tenant le grimoire, a déclaré d'un ton glacial que cette mascarade avait assez duré. Mais Malik a ricané et a demandé à Klaus s'il pensait vraiment pouvoir gagner. C'est alors que, derrière Malik, un groupe de personnes est apparu. Les enfants avaient le regard vide, de lourdes chaînes en fer autour du cou. Klaus était complètement abasourdi. C'étaient tous des enfants kidnappés. Mais le plus chelou, c'est qu'ils avaient des cristaux noirs qui poussaient sur leurs épaules. Ces cristaux émettaient une lueur sinistre et s'étendaient le long de leurs veines vers leur cou. Le regard des enfants était vide, comme si leur âme avait été entièrement dévorée par cette substance noire. Malik affichait un air suffisant. C'étaient les monstres qu'il avait lui-même créés spécialement pour affronter Klaus. Il a posé la main sur le cristal sur l'épaule d'un enfant. Malik était complètement taré. Devant tout le monde, il s'est mis à buter les gosses sans pitié. En voyant les enfants s'effondrer par terre, les gardes, terrifiés, reculaient. Cette scène était un véritable enfer. Klaus, fou de rage, lui a hurlé « Espèce d'ordure, comment t'as osé faire des expériences sur des humains ?» Allen était sous le choc. Il n'aurait jamais imaginé que la vérité était aussi tordue et malsaine. Mais Malik, lui, restait super calme. Il a dit que pour la quête du pouvoir, la vie de ses enfants ne valait rien.
En regardant les enfants tomber, Malik a même osé dire que c'était un honneur pour eux, des paroles qu'un humain ne pourrait jamais prononcer. Klaus a complètement pété un câble. Il a hurlé de rage le nom de Malik. Ce combat était devenu inévitable. Une aura maléfique, rouge et noire, a explosé instantanément et le grimoire dans les mains de Klaus a déclenché un immense brasier. Toute la zone a été engloutie par les flammes. Les gardes, eux, n'osaient même pas s'approcher. La situation était totalement hors de contrôle. Allen, médusé au milieu des flammes, réalisait pour la première fois ce qu'était la vraie magie. L'attaque à pleine puissance de Klaus pourrait-elle enfin anéantir ce psychopathe? Malik était au sommet de son arrogance. En voyant Klaus en difficulté, il a dit que ça faisait trop longtemps qu'il attendait ce moment. Il comptait même transformer Klaus et Allen en matériel d'expérimentation sans laisser la moindre goutte de sang ou le moindre os. Alors que la situation était sur le point de basculer, Allen a soudain sorti cette pierre violette. Dans la lueur du feu, il s'est efforcé de se souvenir, cherchant à retrouver cette sensation spéciale d'avant. S'il parvenait à réactiver cette marque, pourrait-il renverser la situation contre ce taré? Tout reposait sur cette dernière tentative. Allen refusait d'accepter un tel destin. Il ne voulait pas passer sa vie enfermé ici, et encore moins devenir un cobaye. Il voulait sortir, voir les gens qui comptaient vraiment pour lui. Personne ne l'en empêcherait. À cet instant précis, la pierre violette dans sa main a volé en éclats. Une énergie terrifiante a balayé toute la zone. Cette puissance semblait vouloir tout dévorer. Allen a été complètement enveloppé par une lumière violette. Malik et Klaus n'en croyaient pas leurs yeux. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un tel monstre se cachait à l'intérieur de ce gamin. Allen était maintenant complètement déchaîné. L'énergie en lui a explosé comme un volcan. Une aura violette et rouge a instantanément inondé la scène. Pour le coup, Malik a vraiment commencé à flipper. Il pensait pouvoir maîtriser ce garçon, mais au final, il avait lui-même libéré un monstre. Allen fixait tout ce qui se trouvait devant lui. Il a poussé un rugissement, hurlant qu'il allait tous les envoyer en enfer avec lui. C'était totalement contre nature. Malik n'arrivait pas à croire que ce gamin avait pu mobiliser une magie ancienne sans même utiliser de grimoire. Allen a dit froidement que tout soit réduit en cendres. Ça y est, c'était le chaos total. Il voulait laisser la pierre magique exploser pour transformer cet endroit en un océan de flammes. Malik, fou de rage, a hurlé « Tu n'es qu'un esclave minable !» Il n'avait visiblement pas encore compris que la situation lui avait complètement échappé. Une magie de ce niveau ne pouvait absolument pas contenir l'Allen actuel. Au milieu de cet océan de feu, le garçon qui aurait dû être mort s'est relevé, pas à pas. Cette aura terrifiante a fait comprendre à tout le monde que le véritable monstre s'était complètement éveillé. Malik, cette fois, a complètement paniqué. Il hurlait comme un fou à ses hommes de se débarrasser d'Allen au plus vite. Même si les gardes avaient la trouille, ils n'avaient pas d'autre choix que de foncer tête baissée. La scène est devenue un chaos total. Allen observait tout ça froidement. Il savait qu'il devait les faire sortir de là au plus vite. Allen a crié pour prévenir le vieil homme « Attention derrière toi !» L'énergie d'Allen a explosé. Des flammes noires et rouges ont balayé toute la zone. Les gardes n'ont même pas eu le temps de réagir. Les cris de douleur fusaient de partout. Les poursuivants, si arrogants il y a un instant, ont été instantanément engloutis par cette puissance. Malik, furieux, s'est mis à hurler des insultes. Il n'aurait jamais cru que la force de ce gamin était à ce point démesurée. Allen s'avançait pas à pas, le regard rempli d'une intention meurtrière glaciale. L'heure des comptes avait sonné. Klaus a vite appelé les enfants, leur disant de profiter du chaos pour s'enfuir. C'était leur seule chance. Allen se tenait seul en première ligne. Son énergie noire et rouge déchaînée bloquait toutes les attaques de Malik. Cette fois, Malik a complètement craqué. Lui, un grand mage, se faire pousser dans ses retranchements par un esclave, tout en hurlant, il a lancé son attaque ultime. Il refusait d'admettre sa défaite. Il maudissait Allen, disant que ce sale gamin esclave avait ruiné son plan préparé depuis des années. Malik a brusquement levé la main, utilisant sa dernière botte secrète, hurlant à Allen de crever. Une masse d'énergie sombre a explosé, piégeant directement Allen. Cette fois, c'était vraiment dangereux. Malik pensait que la défense d'Odd, mais face à Allen, elle était aussi solide que du papier mâché. Avec un craquement sec, sa dernière protection a volé en éclats. Malik a poussé un cri de douleur avant d'être englouti par l'énergie déchaînée. De toute sa vie, il n'aurait jamais imaginé qu'il tomberait face à un esclave. Allen regardait froidement son adversaire à terre, sans la moindre trace d'émotion dans la voix. Quiconque oserait se mettre en travers de son chemin finirait mort. Klaus, qui observait sur le côté, était complètement abasourdi. Il savait qu'Allen avait un talent exceptionnel, mais il n'aurait jamais pensé que ce gamin, à peine éveillé, pourrait pulvériser un mage du niveau de Malik comme si de rien n'était. Allen s'est tourné vers Klaus, son ton était si calme que ça en devenait flippant. Il lui a demandé si ce vieil homme était un méchant. Si c'était le cas, alors il devait payer pour ses crimes.
Klaus a hoché la tête. Puisque ce type avait fait tant de mal, autant en finir avec lui. Il a activé son grimoire et a directement ligoté Malik, qui était inconscient. Klaus a décidé de ramener Malik à la surface pour qu'il reçoive le jugement qu'il méritait. Cette fois, Malik était complètement foutu, sans aucune chance de s'échapper. Les séquelles de l'épuisement de son énergie ont frappé Allen d'un coup. Son corps a vacillé sur le côté. Klaus l'a vite rattrapé, lui rappelant que ce n'était pas le moment de se reposer. Il devait d'ailleurs quitter cet endroit maudit immédiatement. Allen a acquiescé d'une voix faible, rassemblant ses dernières forces pour avancer. Les deux hommes, avec leur prisonnier inconscient, se sont dirigés vers la sortie sans un regard en arrière, tandis que le donjon derrière eux se transformait en un brasier infernal. En sortant de l'humidité et de l'obscurité du donjon, la lumière aveuglante du soleil les a frappés. Allen et Klaus voyaient enfin le jour. Ils avaient attendu ce moment depuis si longtemps. En regardant le vaste monde devant lui, Allen n'arrivait pas à croire qu'il s'était vraiment échappé de cet enfer. C'était donc ça, le goût de la liberté. Klaus était aussi super excité. Ils avaient à peine eu le temps de reprendre pied qu'Allen a commencé à poser des questions sur la suite. Il voulait savoir où se trouvaient ces mystérieuses pierres. Après tout, là pour aller plus loin, il fallait être préparé. Mais leur joie fut de courte durée. L'atmosphère a soudainement changé. Plusieurs gardes lourdement armés ont surgi de l'ombre. Celui en tête a pointé Allen du doigt en hurlant « C'est cet esclave qui a mis le feu à la résidence. Qui aurait cru qu'à peine sorti d'un brasier, Allen se retrouverait directement sur le banc des accusés. Face à une foule hostile, il ressemblait à un agneau allant à l'abattoir. Le juge, n'ayant même pas la patience de faire semblant, a directement annoncé le crime d'Allen, incendie de la résidence du grand mage Malik. À leurs yeux, c'était un crime capital, une affaire déjà classée. Pire encore, le juge n'a donné aucune chance à Allen de se défendre. Simplement parce qu'il était un esclave, on lui a retiré le droit de parler. Le verdict de mort a été prononcé sur le champ. Le public dans la salle a explosé. Des torrents d'insultes vicieuses fusaient. Pour ces gens qui se croyaient si nobles, la vie d'un esclave ne valait rien. Ils voulaient juste voir Allen mourir au plus vite. Allen a été traîné de force par les gardes. Il a tenté de murmurer pour se défendre, expliquant que ce n'était pas lui qui avait mis le feu. Mais face à ce raz-de-marée de haine, sa voix était complètement impuissante. Alors qu'Allen était sur le point de mourir, la porte de la salle d'audience s'est soudainement ouverte. Un sauveur inattendu est apparu, Klaus. Il a hurlé « Arrêtez tout !» Tout le monde dans la salle était stupéfait. Personne ne s'attendait à ce que ce vieil homme, en robe de mage somptueuse, soit le légendaire tisseur de miracles. Allen, lui aussi, était figé sur place. Comment ce vieil homme avait-il pu changer d'apparence comme ça? Klaus n'avait pas peur du tout. Il a défié publiquement le juge et le roi, déclarant que ce procès était une mascarade. Condamner quelqu'un à mort juste à cause de son statut d'esclave, c'était bafouer la vérité. Il a directement regardé vers le trône et a demandé l'avis du roi. Quel culot! Un silence de mort s'est abattu sur la salle, tout le monde attendait la réaction du roi. Finalement, le roi a pris la parole, avec une pointe de nostalgie dans la voix. Il s'est avéré que ces deux-là étaient de vieilles connaissances. La situation s'est complètement retournée. La vie d'Allen semblait sauvée. Mais le roi, assis sur son trône, n'a pas cédé. Il a maintenu que puisque Allen était un esclave, la peine de mort était le verdict le plus juste. Il a même demandé à Klaus pourquoi il prenait la défense d'un tel individu. La réponse de Klaus a eu l'effet d'une bombe. Devant tout le monde, il a annoncé que ce garçon était son disciple personnel. Un silence de mort a de nouveau envahi la salle. Le roi, choqué, s'est même levé. Il n'arrivait pas à croire qu'un simple esclave avait réellement éveillé son pouvoir. Klaus a sorti son grimoire, montrant à tous la gemme étincelante. C'était la preuve de l'éveil. En voyant la situation, Allen a finalement affiché un sourire confiant. Avec Klaus pour le soutenir, il comprenait enfin que dans ce monde où l'on vous juge sur votre statut, la raison ne sert à rien. Il n'y a qu'en montrant ses cartes qu'on peut faire taire ces gens. Il a balayé du regard les nobles dans les tribunes, puis le roi tout en haut. Puisque vous ne reconnaissez que la valeur, alors je vais vous la prouver. Moi, Allen, je suis bien plus qu'un simple esclave. Il a serré le grimoire contre lui, une lueur féroce dans les yeux. Les lourdes chaînes ont finalement été retirées. Allen était de nouveau libre. À cet instant, tous les regards sur lui ont changé. Klaus a suggéré d'écouter sa version des faits, mais le roi, du haut de son trône, ne croyait pas qu'un esclave puisse s'éveiller. Les nobles en bas étaient encore plus en ébullition. Pour eux, un tel miracle était tout simplement impossible. C'est alors qu'Allen a fait taire tout le monde par ses actions. Un énorme jet d'eau a déferlé sur la salle. Cette fois, plus personne, Kega ne tenait en place. Le roi, autrefois méprisant, était maintenant silencieux. Était-ce donc ça, le pouvoir de la magie de l'eau? Allen regardait la magie couler au bout de ses doigts. Il n'a même pas eu le temps de savourer ce sentiment que les nobles en bas ont complètement perdu leur sang-froid. L'homme au chapeau haut de forme était hystérique.
Il ne pouvait pas accepter qu'un sang noble soit inférieur à un simple esclave. Face à ces railleries stridentes, Allen trouvait juste ça bruyant. D'un simple geste de la main, un énorme jet d'eau s'est approché des tribunes. D'un coup, tout le monde s'est tu. Allen regardait froidement ces nobles. Le sang, le statut, face à son pouvoir, tout ça ne valait rien. La vie d'un noble ou d'un mage était-elle vraiment et plus précieuse que celle des autres? Allen s'avançait, les questionnant. « Avez-vous le droit de tuer n'importe qui ?» Le noble au chapeau a complètement paniqué. Sous la menace de la magie de l'eau, il n'a pu que crier « Tuer est absolument interdit ». C'était exactement ce qu'Allen attendait. Si tuer est un crime grave, alors ceux qui piétinent la vie des esclaves ne méritent-ils pas une punition encore plus grande? C'est Malik qui devrait être jugé. Allen a révélé publiquement la plus sombre des vérités. Tous les enfants disparus avaient été envoyés dans l'enfer de ces expériences humaines. Le roi s'est tourné vers Klaus, attendant une réponse claire. Klaus a directement hoché la tête, confirmant tout. Il a même ajouté que le sous-sol du manoir de Malik cachait des preuves en fer qui n'avaient pas brûlé. En pensant à ces enfants qui souffraient, la décision d'Allen était prise. Si ce pays voulait le tuer simplement parce qu'il était un esclave, alors le grimoire entre ses mains ne resterait pas les bras croisés. Allen était préparé au pire. Si ce pays ne voulait pas de lui, il se frayerait un chemin sanglant pour quitter cet endroit maudit une bonne fois pour toutes. Alors que l'atmosphère était glaciale, Klaus a soudainement pris la parole, demandant au roi s'il voulait vraiment laisser un mage aussi talentueux et rare partir à l'étranger. Cette phrase a complètement réveillé le roi. Il a annoncé publiquement la fin du procès. Puisque Allen avait prouvé sa valeur, ce n'était pas lui qui devait être puni. Le roi a donné un ordre formel, envoyé immédiatement les chevaliers pour perquisitionner le manoir de Malik et déterrer toutes les preuves compromettantes. Il a demandé à Klaus de garder un œil sur son nouvel apprenti, interdisant formellement à Allen de quitter son champ de vision. Klaus a incliné la tête en signe d'obéissance. L'affaire était réglée. En sortant de la lourde salle d'audience, Allen a enfin pu respirer. En regardant son sauveur, il était perplexe. Il avait entendu dire que ce vieil homme était surnommé le mage le plus puissant. Il n'a pas pu s'empêcher de s'approcher pour lui demander à quel point il était fort. Klaus s'est contenté de sourire sans rien dire. Mais le destin de ces deux-là était désormais lié. Ce vieux Klaus était assez pointilleux. Il a insisté pour qu'Allen l'appelle maître et a souligné qu'il n'était pas un mage ordinaire mais un maître mage au statut extrêmement élevé. Allen n'avait que faire de ces titres pompeux. Il n'avait qu'une chose en tête, la chasse au trésor. Il voulait savoir où se trouvaient les pierres et avait même déjà pensé à ses bagages et à sa monture, prêt à partir sur le champ. Mais Klaus l'a douché d'un coup, lui disant de commencer sagement par les bases. Quand Allen a entendu qu'il devait étudier, ça l'a saoulé. Il voulait juste partir à l'aventure, pas devenir un mage. Klaus est soudainement devenu très sérieux. Il a dit à Allen que le monde actuel était un vrai chaos. Les démons à l'ouest tuaient tout le monde et l'extérieur était plein de dangers. Avec le niveau actuel d'Allen, partir seul à l'aventure, c'était comme courir à la mort. La véritable épreuve ne faisait que commencer pour lui. Klaus n'y est pas allé de main morte. Il a dit franchement qu'avec ses compétences actuelles, Allen n'aurait même pas le temps de quitter le monde des humains avant de se faire tuer. Le monde extérieur était bien plus cruel qu'il ne l'imaginait. Allen a serré les poings. Même en sachant que la route serait périlleuse, il irait chercher ses pierres. Car c'était Klaus lui-même qui lui avait dit que ce monde, il y a tellement plus à voir. Regardant son disciple têtu, Klaus soupira d'impuissance. Il attrapa un livre épais et en frappa la tête d'Allen. Puisque tu insistes pour aller te faire tuer, alors tu dois d'abord apprendre à survivre. Pour trouver ces pierres légendaires, la force brute ne suffira pas. Klaus exigea qu'Allen élargisse d'abord ses horizons et devienne un véritable mage de grimoire. La première étape de cette chasse au trésor commençait donc par la lecture. Klaus montra les pierres brillantes à Allen, lui expliquant que ce n'étaient pas que de jolis cailloux. Leurs attributs et le pouvoir magique qu'elles renfermaient étaient les véritables lois de ce monde. Une fois qu'il aurait compris ça, sa vision du monde changerait complètement. Le vieil homme indiqua une voix claire à Allen « Allez étudier à la tour de magie pour devenir un vrai mage de grimoire. C'est le seul endroit où il pourrait obtenir le pouvoir et l'influence qui lui manquaient cruellement et c'était le seul raccourci pour trouver ces pierres. » D'un ton grave, Klaus le prévint, il devait apprendre à utiliser la tour de magie comme appui. Ce n'est qu'en devenant plus fort qu'il pourrait vivre selon ses propres règles dans ce monde chaotique. Allen regarda ses mains couvertes de cicatrices, répétant cette phrase dans sa tête. Il comprit enfin que pour ne plus laisser les autres dicter son destin, il devait s'emparer d'une puissance capable de renverser la situation. À cet instant, toute l'hésitation dans son regard s'évanouit. Allen finit par céder. Puisque son maître avait été si clair, il irait voir ce qu'il se passait dans cette fameuse tour de magie. Mais il garda son air rebelle et posa directement ses conditions à Klaus.
S'il estimait que c'était une pure perte de temps, il se casserait sans préavis et personne ne pourrait l'en empêcher. En entendant ça, Klaus, loin de se fâcher, afficha un sourire de plan qui se déroule sans accroc. Il accepta généreusement avant d'annoncer officiellement « Bienvenue à la Tour de Magie ». Dès son premier jour à la Tour de Magie, Allen découvrit enfin la plus haute institution protégeant le pays. En chemin, Marik lui expliqua qu'ici, on ne se contentait pas de repousser les démons. C'était aussi le centre de recherche sur la magie ancienne. Ici, chaque mage pouvait agir librement, à condition d'en avoir les capacités. Marik désigna l'escalier et lui dit « Va t'occuper du reste des formalités toi-même, j'ai déjà prévenu la personne qu'il fallait. » Allen, surpris, demanda « Maître, et vous, où allez-vous » Marik fit un geste de la main et répondit « J'ai d'autres chats à fouetter. Pour la suite, tu te débrouilles seul. » En voyant son maître s'éloigner, Allen n'eut d'autre choix que de continuer seul. Cet escalier en colimaçon semblait interminable. Il serra les dents et commença à monter. Le bruit de ses bottes sur les marches de pierre résonnait de manière monotone. Les ombres projetées par les spirales ascendantes semblaient s'étirer à l'infini. Quand il atteignit enfin le sommet et poussa la lourde porte, la scène qui s'offrit à lui le laissa sans voix. C'était tout sauf un bureau, on aurait dit un autre monde. L'espace devant lui était absurdement grand, comme s'il était entré dans un grimoire géant. Des mages s'affairaient partout. Alors qu'Allen en prenait plein les yeux, une employée se précipita vers lui et l'appela par son nom. Elle lui dit que le maître de la tour avait déjà tout arrangé puis s'occupa rapidement de toutes les formalités avant de lui tendre une plaque de métal. C'était sa nouvelle identité à la tour. À partir de cet instant, Allen n'était plus un prisonnier enchaîné. Allen examina la plaque d'identité qu'il tenait. Elle était incrustée d'une pierre magique de l'attribut O. L'employé lui expliqua en souriant que s'il accomplissait suffisamment de missions pour accumuler des mérites, son rang et son salaire augmenteraient. À peine eut-il entendu ça qu'Allen ne tint plus en place. Il demanda s'il y avait des missions disponibles immédiatement. Il était déjà impatient de tester ses compétences. L'employé désigna le centre du hall et dit que toutes les missions et archives étaient stockées dans ce livre des souvenirs. Il suffisait de poser la main dessus et les portes de la tour de magie s'ouvriraient officiellement à lui. Une fois l'authentification du système réussie, Allen devint officiellement un apprenti de la tour, avec la possibilité de rechercher des missions par commande vocale. L'employé à côté lui rappela que les apprentis devaient faire équipe avec un mage de haut rang et que le maître de la tour lui en avait déjà assigné un. Mais Allen n'écoutait rien. Il pointa au hasard l'écran et choisit la mission la plus dangereuse, une enquête sur une veine minière. L'employé paniqua sur le champ. C'était une mission du niveau de fin d'études qui impliquait d'affronter les démons en face à face. Elle montra le sceau rouge sur la fiche de mission, une zone interdite où les débutants allaient à une mort certaine, un terrain qu'un novice ne devrait jamais approcher. Mais à ce moment-là, une notification du système retentit. La demande avait été directement approuvée. Là, ça devenait vraiment sérieux. L'employé tapa du pied, exaspéré, disant que même avec Maître Lucas comme tuteur, cette mission était suicidaire. Allen, lui, resta parfaitement calme. Le danger ne l'inquiétait pas du tout, il était plutôt curieux de savoir qui était ce fameux Lucas. Les deux employés passèrent immédiatement en mode admiration, expliquant que Lucas était l'unique disciple du maître de la tour et qu'il était devenu un mage de haut rang en seulement 4 ans. Pour tout le monde, c'est d'un pouvoir apprendre aux côtés d'un tel génie était une chance inouïe. Le fruit de plusieurs vies de karma. Des regards envieux fusaient de toutes parts. Certains chuchotaient, même pour vanter sa bonne étoile. Pour une personne ordinaire, une telle opportunité de gravir les échelons d'un coup était une véritable bénédiction divine. Mais en entendant ça, Allen resta silencieux. Pour lui, un ancien esclave, cet unique disciple toujours à disposition, ne semblait pas si différent d'un esclave de luxe. D'après les employés, Lucas était un gentleman élégant et doux, mais surtout un génie. Comme la tour n'en voit qu'un par siècle. Allen regarda la feuille d'affectation. Même si ça lui semblait bien prise de tête, il devait s'y plier pour monter en grade rapidement. Mais au moment où il poussa la porte, la scène qui se présenta à lui fit remettre en question toute son existence. Pas de laboratoire de recherche impeccable comme il l'avait imaginé, mais une odeur de poussière et de renfermé. À perte de vue, des piles de fatras et de vieux papiers. La pièce était en un tel désordre qu'on aurait dit un champ de bataille. Et ce fameux génie, son aîné, portait un masque et agitait frénétiquement un plumeau. Tout en travaillant, il se plaignait à voix haute en disant qu'il s'était absenté seulement 3 jours et que l'endroit était devenu une décharge. Lucas retira son masque, révélant son visage prétendument élégant. Il se présenta comme son aîné, invitant Allen à lui poser toutes ses questions. Il supposa qu'Allen devait être stressé pour sa première mission et lui assura, en se tapant la poitrine, qu'il veillerait sur lui. Sauf qu'Allen n'avait aucune intention de suivre le protocole et lui tendit directement une nouvelle fiche de mission.
Lucas, qui était encore tout sourire, perdit complètement son sang-froid en voyant le contenu du document. C'était l'enquête sur la veine minière de la forêt du Sud. Est-ce que ce gamin comptait vraiment se faire tuer dès son premier jour de boulot? Alors que Lucas hésitait encore, trouvant la mission trop dangereuse, Allen, lui, ne cherchait pas à négocier et demanda directement quand il partait. Lucas commença instinctivement à analyser le trajet, expliquant qu'en covoiturant une charrette le lendemain matin, il pourrait y être en 2 heures. Mais il n'avait même pas fini sa phrase qu'Allen avait déjà fixé l'heure et tourné les talons sans un regard en arrière. Lucas, paniqué, voulut le retenir, mais les documents qu'il tenait tombèrent par terre. Il ne put que s'accroupir pour les ramasser en maugréant. En voyant son aîné dans cette situation embarrassante, Allen se fit une idée. Ce type était peut-être un peu bavard, mais il avait l'air d'être quelqu'un de plutôt gentil. Cependant, Allen n'avait pas l'intention de se montrer trop amical. Il voulait juste profiter du temps qui lui restait avant le départ pour emmagasiner toutes les connaissances qui pourraient le rendre plus fort. Pour obtenir le droit de choisir son propre grimoire, il était prêt à payer n'importe quel prix et à prendre de l'avance sur tout le monde. Allen ouvrit les yeux, encore somnolent, et réalisa qu'il s'était endormi au milieu d'une pile de livres. Non loin de là, à une table, Lucas était absorbé par l'observation de quelques gemmes lumineuses, visiblement occupées depuis un bon moment. Au milieu de la nuit, quel secret Lucas pouvait-il bien être en train d'étudier? Allen retint son souffle, observant attentivement cette silhouette qui dégageait une concentration presque inquiétante. Seul le son subtil du burin gravant la pierre se faisait entendre. Lucas se retourna, l'air un peu désolé, et demanda « Je t'ai réveillé ?» Allen, pas encore tout à fait lucide, ne put que secouer la tête instinctivement. Au milieu de la nuit, quel secret Lucas pouvait-il bien être en train d'étudier? Allen fixa la gemme dans sa main gauche, ne pouvant s'empêcher de s'exclamer à quel point elle était magnifique. Mais Lucas, d'un air sérieux, lui dit « Dans toute la tour de magie, à part le maître et moi, tu es maintenant le 3e à pouvoir voir le pouvoir magique antique dans les gemmes. » Alors que Lucas parlait sans s'arrêter, Allen remarqua quelque chose d'étrange. Les bordures dorées de chaque gemme étaient toutes différentes. Cette fois, c'est Lucas qui fut surpris. Il pensait qu'Allen n'était qu'un débutant, mais il ne s'attendait pas à ce que le gamin perce le secret de la classification des gemmes en un seul coup d'œil. Apparemment, ces pierres insignifiantes cachaient un problème bien plus grand. Lucas expliqua patiemment que ces pierres brutes, contenant un ancien pouvoir magique, ne pouvaient être utilisées par les mages qu'après avoir été taillées. Il montra les 2 gemmes dans la main d'Allen et précisa « Celle de droite, gravée d'une plume, est une gemme d'attribut, capable de contrôler les forces de la nature comme l'eau, le feu, le vent et la foudre. Celle de gauche, avec le motif de plante, est une gemme dérivée. Sa fonction est plus spéciale, elle peut te permettre de voir à travers les objets ou de décupler ton ouïe. » Allen comprit enfin. Chacune de ces petites pierres scintillantes cachait un pouvoir capable de changer les règles du jeu. Lucas montra les motifs sur le grimoire et expliqua que les circuits à gauche et à droite étaient complètement différents, correspondant respectivement aux attributs naturels et aux pouvoirs dérivés spéciaux. Allen comprit enfin que ces lignes complexes étaient la clé pour libérer la magie ancienne. Le visage de Lucas devint très sérieux. Il expliqua que pour un mage, un grimoire est aussi important que sa propre vie. En entendant cette phrase, Allen se figea un instant, car son maître disparu lui avait dit exactement la même chose. Il semblait que les secrets cachés dans ce lourd livre étaient bien plus profonds qu'il ne l'imaginait. Lucas, tenant le magnifique grimoire, ajouta que seul un livre parfaitement adapté à son utilisateur pouvait libérer son véritable pouvoir. Allen comprit enfin pourquoi son ancien maître disait toujours que le grimoire était la seconde vie d'un mage. Lucas devina tout de suite les pensées d'Allen et lui dit que la raison pour laquelle il avait accepté une mission si dangereuse était pour obtenir la récompense, le droit de choisir son propre grimoire. Allen ne le nia pas. Pour lui, c'était le seul partenaire en ce monde en qui il pouvait avoir une confiance absolue. Le lendemain matin, Allen se mit en route seul. Sa destination était la forêt du Sud, un lieu truffé de dangers. Lucas, tout au long du chemin, n'arrêtait pas de se plaindre de la route boueuse après la pluie, disant qu'il avait mal au dos à force. Mais quand ils arrivèrent enfin au village des mineurs, la scène qui s'offrit à eux leur glaça le sang. En plein jour, il n'y avait pas âme qui vive. En regardant les rues désertes, Allen demanda « La mine est vraiment si proche d'ici ?» Lucas hocha la tête. L'entrée est juste de l'autre côté du village. S'il s'est passé quelque chose ici, ça veut dire que le danger s'est déjà propagé. À peine avait-il fini sa phrase que des bruits étranges se firent entendre tout autour. Ces bestioles aux multiples yeux étaient la cible de leur mission. Vu la situation, ils avaient déjà transformé le village en terrain de chasse. Tout en reculant, Lucas demanda à Allen s'il avait bien apporté le grimoire. Après tout, c'était leur seule chance de s'en sortir. Allen ouvrit le livre et dénombra les 3 gemmes fournies pour la mission. Feu, eau et terre. Elles allaient toutes lui être utiles.
utiliser le feu serait le plus rapide, mais s'il brûlait le village, ce serait problématique. Puisque le feu était exclu, il fallait trouver un autre moyen de donner une bonne leçon à ces monstres. Lucas, d'un air grave, ordonna à Allen de rester près de lui et de ne pas bouger, promettant de le protéger. Allen sourit et répondit « C'est gentil, mais je suis tout à fait capable de me protéger. Tout seul. » À peine ces mots prononcés, le grimoire dans les mains d'Allen explosa d'une lumière intense. Le pouvoir magique était si impressionnant qu'il illumina tout autour de lui. Allen n'avait aucune intention de reculer. Il dit à Lucas qu'il pouvait s'en occuper seul. Mais le pouvoir de cette gemme était bien plus violent qu'il ne l'imaginait, et la contrôler ne serait pas facile. Voyant les 3 loups démoniaques foncer sur lui, la situation devint instantanément critique. Allen serra les dents et utilisa toute sa force. Il devait les affronter de plein fouet. Cette fois, Allen avait trouvé la bonne méthode. Il cria à Lucas que pour se débarrasser de ces monstres, il suffisait de détruire la pierre qui leur servait de cœur. En entendant ça, Lucas resta bouche bée. Il ne s'attendait pas à ce que son jeune disciple ait mémorisé tout le contenu du livre. Il admit en souriant qu'il s'était trompé sur son compte. Puisqu'Allen était si compétent, il allait voir jusqu'où il pouvait aller. Leur coordination était parfaite, et les monstres environnants furent éliminés par vagues successives. Au loin, des cris de terreur provenèrent du village, les monstres attaquaient les villageois sans pitié. Allen était très inquiet, mais il réalisa qu'il était trop loin pour arriver à temps et les sauver. À ce moment crucial, Lucas l'attrapa par derrière et lui rappela de bien tenir son grimoire, puisque la distance était trop grande. Ils allaient utiliser le vent pour se frayer un chemin. Lucas lança un sort à large spectre et un vent violent balaya instantanément la zone. Lucas et Allen descendirent hors du ciel. Alors qu'un loup démoniaque était sur le point de mordre le cou d'un villageois, la situation était critique. Lucas cria le nom d'Allen. Tous deux filèrent à travers les airs. Allen fixait intensément le monstre en dessous, le grimoire dans sa main s'illumina soudainement. Le vent sifflait à ses oreilles, les feuilles des arbres tourbillonnaient au bout de ses doigts. Les motifs du pouvoir magique se propagèrent le long de son bras, et une lueur bleue mortelle avait déjà verrouillé la cible. Un immense cercle magique se déploya au sol, et plusieurs piliers de pierre surgirent de terre, projetant le loup démoniaque en l'air. Ce sauvetage était arrivé juste à temps. Lucas aida le garde blessé et lui dit de se mettre rapidement en sécurité. Mais avant que tout le monde ait pu souffler, un rugissement retentit de la forêt. Le vrai problème venait d'arriver. Un loup démoniaque gigantesque leur barrait la route. Lucas comprit alors pourquoi il y avait eu autant de petits monstres avant. C'était ce patriarche qui menait la charge. Allen fixa la pierre-cœur sur la tête du loup et remarqua qu'elle brillait d'une lueur dorée. Il posa soudain une question étrange. « Sans détruire la pierre-cœur, est-ce qu'on peut tuer ce monstre directement ?» Lucas fut complètement déconcerté par la question. Personne n'avait jamais essayé une telle approche. Qu'est-ce qu'Allen avait bien pu voir dans cette pierre-cœur? Lucas fixa le loup pendant un long moment mais ne remarqua rien d'anormal. Cependant, aux yeux d'Allen, la pierre-cœur émettait une sorte de lumière que lui seul pouvait voir. Allen ne tenait plus en place. S'il voulait comprendre ce qu'il se passait, il n'avait d'autre choix que de s'emparer de cette pierre. Il commençait même déjà à planifier comment immobiliser le loup démoniaque. Lucas était perplexe. Ce gamin ne mentait-il vraiment pas? Même s'il ne voyait rien lui-même, il décida de faire confiance à l'intuition d'Allen. Après tout, ce jeune disciple avait vraiment un bon œil, ils se mirent d'accord. Ils se préparent à faire équipe pour se farcir cette énorme bestiole. Allen est tellement excité qu'il a les yeux qui brillent. Il veut absolument mettre la main sur cette pierre lumineuse pour voir ce que c'est. Lucas décide de le soutenir à fond. Il fonce le premier sur le loup magique, avec l'intention d'utiliser sa magie du vent pour l'immobiliser complètement et donner à Allen une chance d'attaquer. Sur un ordre de Lucas, un puissant sort de contention du vent explose instantanément. Le loup magique se retrouve piégé au centre de la tempête, incapable de bouger. Lucas hurle le nom d'Allen, lui faisant signe de passer aux choses sérieuses. Allen, accroupi, fixe sa cible. Il ne se précipite pas pour attaquer, mais élabore un plan de malade dans sa tête. Si seulement le sol pouvait se transformer en sable mouvant, ce colosse serait complètement foutu. Le plan d'Allen, c'est un truc de génie. D'abord, il transforme le sol sous les pattes du loup en sable. Juste après, il y injecte une tonne d'eau, changeant le terrain plat en un bourbier sans fond. La bête colossale s'enfonce direct dedans. La boue se resserre rapidement et le loup se retrouve complètement coincé sur place, incapable de bouger. Allen saisit l'occasion et hurle, faisant signe à Lucas de l'achever. Lucas, en l'air, était déjà prêt. Il brandit son livre de magie et d'innombrables lames de vent chargées de mana foncent en sifflant. Mais qui aurait cru que les lames de vent de Lucas seraient directement repoussées vite par le loup magique? La défense de ce monstre est abusément solide. La magie du vent seule ne peut même pas l'entailler. Lucas se retrouve bien embêté. Même sa technique la plus tranchante est inefficace. Comment continuer le combat?
C'est alors qu'en fixant la gemme rouge dans sa main, Allen a une idée brillante. Et s'il fusionnait de force cette énergie instable, vu qu'une attaque mono-élémentaire ne suffit pas, autant rajouter un peu de piment. Allen crie à Lucas, qui est en l'air, de refaire sa technique de tout à l'heure. Il veut tenter une combinaison inédite. Même si Lucas n'est pas sûr de lui, il choisit de faire confiance inconditionnellement à son cadet. Il ouvre à nouveau son livre de magie et une violente concentration d'éléments de vent se forme au bout de ses doigts. Puisque la manière forte ne fonctionne pas, Allen décide de sortir des sentiers battus. Il utilise la gemme rouge pour libérer une chaleur déchaînée, avec l'intention d'infuser de force l'attribut du feu dans le seau de Lucas. C'est un plan que seul un fou oserait imaginer. Lucas, en haut, est complètement abasourdi. Ce genre de fusion interélémentaire est théoriquement impossible à réaliser. Mais sous ses yeux, le seau commence bel et bien à changer de couleur. Une aura destructrice explose instantanément. Allen fixe intensément l'énergie dans le ciel. Il continue de pousser à fond, voulant encore plus de puissance de feu. S'il arrive à dépasser ce point critique, ce loup magique est totalement fini. Les deux énergies déchaînées se frottent violemment dans les airs. Le loup magique semble sentir le danger et pousse des hurlements d'inquiétude, mais il est déjà trop tard. La puissance de cette attaque dépasse l'imagination de tous. Sur un ordre d'Allen, la lame de vent fusionnée avec le feu rugit et s'élance. Lucas, en altitude, coordonne parfaitement l'attaque qui transperce d'un coup la défense du loup magique. Cette bête colossale s'effondre enfin avec un grand fracas. Allen tombe en chute libre, mais il se fiche complètement de sa propre sécurité, ses yeux rivés sur la gemme rouge. Une fraction de seconde avant de toucher le sol, il réussit enfin à l'attraper fermement. Il a vraiment réussi. La pierre rouge dans la main d'Allen, c'est le légendaire cœur de démon. Lucas, à côté, est complètement bluffé. Ce petit gars n'est vraiment pas comme les autres. Rien qu'avec cette puissance brute, il atteint déjà le seuil d'un mage ultime. Les choses deviennent intéressantes maintenant. Avec un talent pareil, qui sait quel bordel il va encore provoquer à l'avenir. Pouvoir synchroniser la magie des autres à ce point, Allen est tout simplement un monstre né. Sa façon de penser est vraiment hors du commun. Allen exhibe fièrement son trésor, mais la lueur rouge de la pierre est très faible. Lucas la fixe longuement sans y voir quoi que ce soit de spécial. Allen approche la pierre juste sous son nez, changeant d'angle pour l'observer. On dirait que, pour connaître son origine, il faudra attendre de demander au maître. Lucas fixe la pierre rouge. Si ce truc contient vraiment de la magie ancienne, peut-être qu'on pourrait en faire une arme surpuissante. Ce serait une sacrée trouvaille. La mission d'extermination est enfin terminée avec succès. Les gardes se précipitent donc pour vérifier la situation. Ce qui inquiète le plus Lucas, ce sont les villageois. Tant que personne n'est blessé, cette mission peut être considérée comme un succès. Au moment où tout le monde se prépare à partir, Allen s'arrête brusquement. À l'instant, il a clairement entendu quelqu'un l'appeler par son nom. Une sensation étrange lui parcourt l'échine. Allen est complètement dans la lune. Lucas remarque son état étrange mais se contente de lui poser une ou deux questions. Après tout, il y a des choses plus importantes à faire pour le moment. Ils retournent en ville avec leur butin. En regardant la scène chaleureuse des villageois réunis, Allen n'arrive toujours pas à se défaire de cette hallucination auditive. Lucas, lui, est efficace. À peine entré, il commence à faire l'inventaire des livres de magie et des bijoux. Tout est intact. Comme la mission n'est pas encore terminée, Lucas décide d'emmener Allen voir la mine de mana. Après tout, vérifier l'authenticité des filons de mana est le travail essentiel des mages comme eux. En entendant parler de gros morceaux de pierre de mana, Allen est tout excité. Il a envie de foncer sur le champ. Il pense encore à cette voix étrange de tout à l'heure, persuadé qu'un secret se cache dans la mine. Au moment où ils s'apprêtent à partir, un vieil homme surgit pour leur barrer la route. D'un ton très ferme, il interdit à quiconque d'entrer dans la mine, de peur de déranger le seigneur Griffe d'Azur. Lucas est perplexe. Qui peut bien être ce seigneur Griffe d'Azur ? Le vieil homme, l'air grave, explique que c'est l'esprit gardien de la forêt qui vit dans la mine depuis des temps immémoriaux. Quiconque oserait le déranger en subirait des conséquences inimaginables. On dirait que cette expédition à la mine est bien plus compliquée que prévu. Le vieil homme continue de les harceler, insistant sur le fait que c'est le manque de respect des jeunes envers les esprits qui a attiré la vengeance des démons. La situation devient chaotique. Lucas n'a pas le temps d'écouter ça. Il profite d'un moment d'inattention pour s'éclipser discrètement dans la mine avec Allen. Après tout, ils ont une mission, et c'est l'occasion parfaite pour s'infiltrer. La mine est lugubre. Lucas suppose que ce soi-disant seigneur Griffe d'Azur est très probablement une bête fantôme. Ces créatures ne sont ni des animaux ni des démons. Le point crucial, c'est que leurs corps sont entièrement constitués de pierres de mana. En entendant les mots « pierre de mana », les yeux d'Allen se mettent à briller. Lucas soupire, résigné. Les pensées de ce gamin sont vraiment transparentes. Tout en le guidant, Lucas lui explique que ces bêtes fantômes peuvent s'y vivre des milliers d'années et utiliser la magie ancienne à leur guise.
Il y en a plein sur le continent qui ne sont même pas répertoriés dans les tours de magie. Comme elles sont extrêmement rares, les habitants les vénèrent de souvent comme des dieux, à l'image de ce soi-disant seigneur griffe d'azur. Allen est de plus en plus intrigué, et il ne peut s'empêcher de demander s'il pourrait y en avoir une cachée ici. Après tout, pouvoir en voir une de ses propres yeux, ce serait trop cool. Mais Lucas lui refroidit les ardeurs en lui disant que ces bêtes fantômes non répertoriées sont une denrée rare. Il ne faut pas espérer tomber dessus par hasard. Après tout, aux yeux des mortels, ce sont de véritables divinités. Lucas ajoute que ces bêtes fantômes agissent selon leur humeur. Si un mage leur plaît, elles peuvent de même lui offrir un cadeau magnifique. Mais dans les vieux grimoires, c'est généralement considéré comme un conte de fées. Allen, cependant, a bien écouté. Des esprits doux qui offrent des cadeaux? Il est super curieux de savoir à quoi peut bien ressembler une créature entièrement faite de pierres de mana. Une silhouette translucide se dessine dans son esprit. La bête fantôme légendaire possède-t-elle vraiment un cœur capable de manipuler le mana? Ses mains se mettent à trembler légèrement. S'il pouvait leur parler, peut-être qu'il comprendrait enfin ce qu'est la pierre de mana. Et si la voix étrange de tout à l'heure venait vraiment d'une bête fantôme? Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Lucas s'arrête. Ils sont enfin arrivés à destination. La scène qui s'offre à lui laisse Allen sans voix. C'est donc ça, le légendaire filon de pierre de mana. D'innombrables cristaux dorés pendent du plafond, recouvrant le monde entier comme une mer d'étoiles. L'air est saturé d'une dense pression de mana qui rend la respiration difficile. En regardant le filon lumineux, Allen ne peut s'empêcher de tendre la main pour toucher ces pierres de mana scintillantes, d'une beauté hypnotisante. Il dit à Lucas en souriant que puisqu'il peut voir cette lueur dorée, trouver des trésors sera bien plus facile pour lui que pour les gens normaux. Lucas hoche la tête et le félicite d'avoir bien retenu ce qu'il lui a appris. Mais avant qu'ils aient le temps de se réjouir, un bruit retentit soudain des profondeurs de la mine. Allen s'immobilise brusquement, fixant l'obscurité. Cette voix mystérieuse retentit à nouveau. Allen s'apprête à suivre le son, mais dans un moment d'inattention, il met le pied dans le vide. Lucas, derrière lui, n'arrive pas à le retenir et ne peut que le regarder tomber dans l'abîme en hurlant. Quand Allen, tout étourdi, se relève et s'apprête à se masser les fesses douloureuses, il est tellement stupéfait par ce qu'il voit qu'il en perd ses mots. Dans sa chute, il a atterri directement dans la base secrète au cœur du filon. Tout autour, ce ne sont que des pierres de mana de qualité supérieure, émettant une lumière enivrante. Le spectacle est à couper le souffle. Partout, des pierres de mana translucides, d'une beauté presque irréelle. Lucas s'empresse de vérifier si Allen va bien. Apprenant qu'il n'a rien pour le moment, il décide de continuer à explorer plus profondément. Mais plus ils descendent, plus le bleu environnant devient profond et sombre, voire un peu sinistre. C'est alors qu'un mouvement se fait entendre derrière les cristaux. Quelque chose de vivant se cache dans cette pierre glaciale. Clic! Une ombre noire passe dans une fissure cristalline. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Avant qu'il ait eu le temps de réagir, une voix ancienne résonne directement dans son cerveau. L'entité dit qu'elle ne lui veut aucun mal, qu'elle n'est qu'une âme ancienne. Mais cette voix, il ne l'entend pas avec ses oreilles, elle résonne directement dans sa conscience. Le plus dingue, c'est que le corps de cette bête géante est entièrement fait de pierres de mana. Que peut-elle bien garder ici? Allen, face à ce mastodonte, ne peut s'empêcher de demander si c'est la bête divine de la légende. La voix du géant résonne dans l'espace. Il dit qu'on l'a effectivement appelé ainsi et qu'il sent chez Allen une odeur très nostalgique. Ce qui intrigue le plus la bête, ce sont les yeux d'Allen, capables de voir un monde que les gens ordinaires ne peuvent percevoir. Allen regarde la lumière dorée dans sa paume gauche et demande, perplexe, si c'est de ces lueurs qu'il parle. La voix du géant trahit une pointe de surprise. Ce n'est pas une lumière ordinaire, c'est une magie ancienne qui a disparu depuis des siècles. Allen a toujours eu une question en tête. Si cette magie ancienne est si puissante, pourquoi les autres ne peuvent-ils pas la voir? Le géant répond, l'air désolé, qu'il n'en connaît pas la raison non plus. Mais il se souvient qu'un vieil ami lui a dit que ses yeux n'étaient pas ordinaires, que c'était un trésor que seuls les êtres chéris par le monde pouvaient posséder. Allen répète à voix basse, « Chéri par le monde ?» Il regarde ses mains et sombre dans ses pensées. Cette idée, dont il n'a jamais entendu parler, le fait douter encore plus de sa propre identité. Allen touche doucement le géant. La sensation, à la fois froide et massive, lui fait dire avec admiration que les bêtes divines sont vraiment les plus belles créatures du monde. Le géant est visiblement touché par ces paroles. Il s'excuse doucement auprès d'Allen et mentionne que la prochaine fois qu'il verra le roi aux 7 étoiles, il devra absolument se vanter de cette rencontre. Allen est complètement perdu. C'est qui, ce roi aux 7 étoiles? Le ton du géant devient solennel. Ce sont les 7 rois qui se tiennent au sommet des créatures anciennes, les piliers qui soutiennent ce monde. Là, Allen n'en peut plus.
Comment peut-il exister dans ce monde des êtres encore plus terrifiants que la bête géante devant lui? Le géant soupire, disant qu'il a vécu trop longtemps et que le simple fait de parler un peu le fatigue. Il dit à Allen qu'il doit à nouveau sombrer dans le sommeil. Allen a encore une tonne de questions. Où sont ces fameux rois aux 7 étoiles? Quelle est la vérité sur la magie ancienne? Le géant ne répond pas directement mais le réconforte doucement. En tant qu'enfant chéri par le monde, dans lequel oublié tant qu'il continue son chemin avec ses yeux, le destin le mènera tôt ou tard à la rencontre des rois aux 7 étoiles. À ce moment-là, ces rois le guideront personnellement vers la véritable source de la magie. Avant de partir, le géant décide d'offrir une bénédiction à Allen. Il dit que même si cette magie est un peu complexe, si c'est Allen, il pourra certainement la maîtriser. Une lumière éblouissante jaillit et une pierre translucide apparaît dans la main d'Allen. Il n'en croit pas ses yeux. Serait-ce la légendaire pierre de mana? Le géant explique doucement qu'il s'agit d'un éclat spirituel qu'il a condensé avec toute sa mana pendant des centaines d'années. Une dernière fois, il exhorte Allen. En tant qu'enfant chéri par le monde, tant qu'il avance avec détermination, il atteindra sans aucun doute cette destination finale. Alors que la voix s'estompe, le géant disparaît complètement dans les cristaux, ne laissant qu'un dernier indice. Trouve la pierre de mana primordiale, le géant a disparu trop vite. Allen n'a même pas eu le temps de demander où se cache cette fameuse pierre de mana primordiale. Alors qu'il est aveuglé par la lumière intense, il entend soudain Lucas crier son nom. Ce cri le ramène brutalement à la réalité. Lucas arrive en courant avec sa lanterne et le trouve enfin dans cet endroit paumé. Allen regarde autour de lui et réalise que la grotte onirique de tout à l'heure a complètement changé. Même si l'environnement est différent, il sent que la bête géante est endormie dans les profondeurs de la mine. Ce qui vient de se passer n'était absolument pas une hallucination. Lucas fixe l'objet lumineux dans sa main et lui demande, perplexe, ce que c'est. Allen reste silencieux un instant puis explique à voix basse que c'est une bénédiction de la bête divine. Face aux questions insistantes de Lucas, Allen n'a d'autre choix que d'expliquer, la mort dans l'âme, que c'est une écaille offerte par la bête divine. Après tout, face à un truc aussi dingue, il n'y a pas d'autre solution que de dire la vérité. De retour au laboratoire de la tour de magie, Marik, regardant les trésors sur la table, est plongé dans ses pensées. Une pierre de mana rare, plus un cadeau d'une bête divine. Cette récolte est tout simplement énorme. Marik sait très bien que ces objets sont bien plus que de simples minerais. Il demande expressément à Lucas de rédiger le rapport de mission comme d'habitude. Mais pour ce qui est de la bête divine et de la pierre de mana, il ira en parler personnellement à ses supérieurs. C'est clairement pour protéger Allen, pour ne pas que ses secrets s'ébruitent trop tôt. Avant de partir, Marik interpelle spécialement Allen. Il lui dit que puisque c'est un cadeau offert en personne par la bête divine, il lui appartient. Il lui suggère de trouver une occasion de le faire tailler en bijoux. Et voilà, c'est dans la poche. Non seulement il a gardé le trésor, mais il a aussi reçu un traitement de faveur de la part de son maître. Pendant que Malik organisait la suite des opérations, il a glissé en passant qu'Alan pouvait aller se choisir son propre grimoire. Alan, qui était tout calme juste avant, a retrouvé toute son énergie en entendant ces mots. Il ne pouvait même pas attendre que Lucas finisse son rapport. Il a attrapé son aîné par le bras et s'est précipité dehors, tellement excité que personne ne pouvait l'arrêter. Ils ont couru jusqu'à la bibliothèque. En voyant cette salle remplie de livres précieux, Alan a compris que le vrai chemin de la magie allait enfin s'ouvrir à lui. Au son des chaînes qui se déverrouillaient, la grande porte de la zone interdite s'est ouverte lentement. Alan a marqué une pause puis a poussé la porte. Ce qu'il a vu l'a laissé complètement bouche bée. C'était pas une simple salle de lecture, c'était un véritable palais de la magie. Des livres innombrables étaient empilés jusqu'au plafond et chacun dégageait une aura enjôleuse. Au son cristallin d'une cloche, la cérémonie de sélection du grimoire a officiellement commencé. Personne ne s'attendait à ce que le personnage principal soit lui. D'un coup, ça a été l'effervescence générale. Tout le monde s'est mis à jaser. De quel droit un esclave, arrivé depuis à peine 2 jours, pouvait participer à la cérémonie? Autour de lui, il n'y avait que des moqueries. Personne ne croyait qu'il serait choisi par un grimoire. Certains attendaient même de le voir se ridiculiser. « Tu es vraiment sûr de vouloir essayer ?» Ici, c'est la zone interdite où sont gardés les grimoires. Lucas l'a prévenu avec un air très sérieux. Ici, les règles sont plus importantes que ta propre vie. Rappelle-toi, ce n'est pas toi qui choisis le livre, c'est le livre qui te choisit. Tu ne dois absolument pas tendre la main pour toucher n'importe quoi. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Si aucun livre ne te choisit, eh bien, tu devras repartir les mains vides. Alan a demandé à voix basse « Si je ne suis pas choisi, je n'aurai pas de grimoire ?» Lucas a hoché la tête. C'est la dure réalité. La porte est ouverte, c'est ta seule chance de changer ton destin. Lucas lui a donné un dernier avertissement. Si aucun grimoire ne te reconnaît cette fois, tu devras retourner à l'entraînement jusqu'à ce que tu aies assez de points pour revenir.
Il a tendu une petite sphère dorée à Alan. L'objet s'est mis à flotter tout seul. C'est un artefact de surveillance qui filme tout en continu et les images sont transmises en temps réel au supérieur. Essayer de tricher ou de faire des manigances, c'est absolument impossible. Alan a hoché la tête et s'est avancé seul vers l'immense étagère. Derrière lui, Lucas lui a fait un signe de la main pour lui souhaiter bonne chance. Le silence ici était un peu flippant. Il pouvait même sentir les étagères autour de lui respirer faiblement, comme si elles étaient vivantes. C'est alors qu'une lumière a soudainement jailli devant lui. On dirait que Lucas avait raison, seuls les livres qui brillent sont de vrais grimoires. Alan s'est arrêté, le cœur plein d'hésitation. La règle disait de ne surtout pas les toucher. Mais si je ne touche rien, comment je saurais quel livre m'a choisi? Ça y est, c'est la galère. Les règles et la réalité s'affrontaient. Que devait-il faire? Alors qu'Alan hésitait, une silhouette gigantesque est soudainement apparue devant lui. C'est quoi ce délire? Un démon de la bibliothèque? Non, ça ne colle pas, cette aura est complètement différente. Une fois la fumée dissipée, c'est un loup géant qui est apparu devant lui avec une étrange marque violette qui scintillait sur son front. Alan était stupéfait. Qu'est-ce qu'un loup pouvait bien faire ici? Avant même qu'il ait eu le temps de réagir, le loup a tourné les talons et s'est mis à courir. « Hé, attends !» a crié Alan en se lançant à sa poursuite. Mais où ce loup voulait-il l'emmener? Alan a sprinté et l'a finalement rattrapé au bout de l'étagère. Le loup blanc était assis tranquillement en hauteur, le fixant de haut. Il n'avait pas l'air de vouloir l'attaquer, mais plutôt de l'examiner. Alan s'est arrêté, ne sachant plus quoi dire. C'est à ce moment-là que la marque violette sur le front du loup a soudainement explosé en une lumière aveuglante, et toute la bibliothèque a été enveloppée par cette puissance. Ça y est, il avait compris. Ce n'était pas une bête sauvage ordinaire, mais le gardien d'un pacte ancien. Ce pouvoir est devenu complètement incontrôlable. La lumière intense a instantanément englouti toute la rangée d'étagères. Alan n'a même pas eu le temps d'esquiver et a été projeté au sol par l'onde de choc. Un grimoire, boutique brillant d'une lueur violette, flottait tranquillement dans les airs. Apparemment, c'était ça, le choix. Là, tout le monde en est resté baba. Personne n'avait jamais vu un truc pareil. Les étudiants qui regardaient chuchotaient entre eux. Cette lumière ne ressemble en rien à de la magie ordinaire. Quelle puissance se cache à l'intérieur de cet esclave que tout le monde méprisait? Même le maître ne tenait plus en place. Une résonance aussi anormale ne pouvait s'expliquer que par la magie ancienne des légendes. Alors que tout le monde spéculait, Alan était déjà complètement absorbé. Il sentait que ce grimoire dans sa main n'était pas un objet inanimé. Il pulsait comme un cœur vivant. Alan a serré le livre contre lui, comme s'il s'accrochait à sa seule bouée de sauvetage. Il a demandé à voix basse « Alors, c'est toi mon grimoire, c'est ça ?» Je savais bien que ce gamin n'était pas ordinaire, mais qui aurait pu imaginer qu'il irait jusque-là? Klaus, regardant le jeune garçon devant lui, dit d'une voix douce « Vous voilà de retour !» Alan lui tendit le grimoire avec enthousiasme. « Maître, je l'ai eu !» Klaus hocha la tête. « En fait, j'ai tout vu. Même si ce livre a l'air un peu vieux, c'est un vrai trésor. Tu dois le garder précieusement. Asseyez-vous d'abord, on doit discuter sérieusement. » Klaus regarda le jeune homme devant lui et son ton devint plus sérieux. « À propos de la bénédiction que t'a donnée cette bête divine, j'y ai beaucoup réfléchi. Alan, redis-le-moi encore une fois. Qu'est-ce que la bête divine t'a dit exactement à ce moment-là » Alan posa sa tasse, resta silencieux un instant, puis se mit à parler. « À ce moment-là, il m'a appelé ?» Quelle parole interdite la bête divine a-t-elle prononcée? Alan se remémora à voix basse. La bête divine a dit que j'étais un enfant béni du monde et que mes yeux pouvaient ne voir le même monde qu'elle. En plus de ça, elle a mentionné un nom, les 7 rois étoilés, en disant qu'ils me mèneraient à la source de la magie. Klaus resta silencieux un moment. Je pensais qu'il était trop tôt pour t'en parler, mais puisque tu as déjà été mis au courant, je dois te dire la vérité. Les soi-disant 7 rois étoilés sont 7 bêtes divines qui règnent sur ce continent. Elles gardent respectivement les territoires des humains, des elfes et des démons. Alan remarqua avec perspicacité « S'ils s'appellent les 7 rois, pourquoi n'en connaît-on que 5 ?» Lucas secoua la tête impuissant. Les 2 autres, on ne sait jamais où ils sont. Le maître et moi, on les cherche depuis des années sans avoir vu la moindre ombre. Klaus posa sa tasse de thé, sa voix devenant encore plus grave. « Quant à la source de la magie que tu as mentionnée, ça doit faire référence à la pierre de magie originelle. C'est la première pierre magique qui serait apparue au monde selon la légende. Personne ne sait où elle se trouve. Mais si on arrive à la trouver, tous les mystères de la magie de ce monde trouveront une réponse. Cette pierre légendaire se trouverait-elle vraiment si près d'Alan ?» Klaus regarda Alan avec un air grave. « Puisque la bête divine a prédit que tu rencontrerais les 7 rois étoilés, ton destin est probablement de trouver ces êtres légendaires et de mettre la main sur la véritable pierre de magie primordiale. » Alan baissa les yeux sur la pierre bleue dans sa main. Ce n'était qu'une simple bénédiction offerte par la bête divine, et elle possédait déjà une énergie aussi stupéfiante.
Alors, la pierre détenue par ceux qu'on appelle les rois, à quel point doit-elle être puissante? Maître, j'ai pris ma décision. Je vais devenir le plus grand des archimages, parcourir tout le continent pour retrouver les 7 bêtes divines. Je veux voir de mes propres yeux quel genre de pouvoir renferme toutes les pierres magiques de ce monde. Klaus informa Alan d'un air sérieux. Les démons de l'Ouest envahissent tout sur leur passage. Ils n'ont qu'un seul objectif, chasser ces bêtes divines légendaires. Si tu t'obstines à chercher les 7 rois, ça veut dire que tu risques plus que n'importe qui de tomber sur ces monstres. Tu dois donc devenir le plus fort des mages. Avant de partir, va au quartier des ateliers, sous terre, pour faire entretenir ton grimoire. Alan suivit son conseil et descendit. La scène qui s'offrit à lui le surprit. Partout où il y avait les lueurs des forges, c'était bien plus animé qu'il ne l'imaginait. On dirait que pour devenir plus fort, il fallait commencer par ce grimoire. Un artisan, fixant le livre dans ses bras, lui demanda s'il venait pour un entretien. L'artisan n'eut besoin que d'un coup d'œil pour voir que ce grimoire était loin d'être ordinaire. Il recommanda à Alan d'en prendre grand soin, puis il emporta le livre dans l'arrière-salle. Alan, fixant les oreilles pointues de son interlocuteur, réalisa seulement à ce moment-là qu'il avait en face de lui un membre du légendaire peuple de la forêt. Ses oreilles fines et agiles avaient une teinte bleue, argentée qui n'appartenait pas aux humains. Alan retint son souffle, c'était la première fois qu'il voyait un elfe en chair et en os. L'artisan expliqua en souriant que la manipulation d'objets magiques nécessitait un savoir-faire spécial, un domaine que les humains ne maîtrisaient absolument pas. C'est pourquoi cet atelier était en fait géré conjointement par eux et les nains. Il semble que pour réparer ce grimoire, il faudrait compter sur le pouvoir mystérieux de ces peuples. Alan remarqua des pierres étranges dans l'atelier. Ces fragments de pierres magiques brutes dégageaient une aura dangereuse. L'artisan nain à côté de lui l'avertit aussitôt d'une voix forte. « Pas touche à ça, un accident est vite arrivé !» Alan, profitant de l'entretien de son grimoire, questionna l'artisan elfe au sujet des bêtes divines. L'autre, tout en travaillant, hocha la tête et confirma qu'une bête divine protégeait effectivement les terres du peuple de la forêt. Rien qu'en mentionnant la puissance et l'apparence de la bête, Alan s'est tout de suite enthousiasmé. Mais l'artisan a agité la main d'un air impuissant, disant qu'il n'était qu'un simple forgeron et qu'il ne connaissait pas ces détails. Cependant, il a indiqué une piste à Alan. Au sein du peuple de la forêt, il y a un groupe de personnes appelées les gardiens. Leur mission est de protéger la bête divine. Pour connaître les secrets de la bête divine, il n'y a probablement pas d'autre choix que de trouver ces gardiens. L'artisan elfe s'est soudainement approché et a dit à Alan d'un air mystérieux « Écoute gamin, puisque ta tête me revient, je te file une info top secrète. La caravane marchande en provenance du territoire elfe est sur le point d'arriver à la tour de magie. Et cette année, l'escorte est assurée par un gardien au pouvoir redoutable. » Là, Alan ne tenait plus en place. C'était exactement la personne qu'il cherchait. S'il pouvait rencontrer ce gardien, il y avait de l'espoir pour retrouver la trace de la bête divine. Au même moment, dans les terres sauvages, à l'extérieur de la ville, une caravane avançait sous un soleil de plomb. Qui aurait cru que ce fameux expert légendaire était nonchalamment allongé sur le toit d'un chariot? Il bâillait en se plaignant que les missions d'escorte étaient trop pénibles. La tour de magie était toute proche. Ces deux personnes au caractère diamétralement opposé allaient bientôt se rencontrer. Allongé sur le toit du chariot, le gardien regardait le ciel, s'ennuyant à mourir. Il repensa à cet homme nommé Klaus. Il était un peu intéressant, mais face à lui, il ne faisait pas du tout le poids. La différence de niveau était bien trop grande. Le gardien ne put s'empêcher de crier vers le ciel « N'y a-t-il donc pas un seul adversaire qui ait un peu de cran dans le coin ?» À ce moment-là, dans l'atelier souterrain, Alan avait récupéré son grimoire réparé. Alan, les yeux rivés sur son trésor, marmonnait qu'il ne manquait plus grand-chose. Il était manifestement complètement absorbé, au point de ne pas avoir vu le jour se lever. Lucas a poussé la porte et a eu un choc. Ce type avait veillé toute la nuit juste pour polir une pierre, mais ce n'était pas le moment de rêvasser. Dehors, c'était soudainement devenu très animé. Il s'est avéré que c'était la caravane de marchands qui entrait en ville. C'était un spectacle rare. Devant ce marché qui s'étendait à perte de vue, Alan était complètement ébahi. Ces rues animées devaient sûrement cacher un tas de bonnes choses. Alan en a pris plein les yeux. Toutes sortes toutes sortes de trésors étranges et merveilleux le faisaient tourner en rond au point qu'il en a presque oublié sa mission. Même s'il y avait des gardes qui patrouillaient partout, il sentait que quelque chose clochait. Le fameux gardien légendaire dont tout le monde parlait ne s'était même pas montré. Et ce qui le choquait encore plus, c'est que ces types faisaient du trafic de créatures vivantes. Qu'est-ce qui pouvait bien être enfermé dans ces cages ? Avant même qu'il ait eu le temps de comprendre, la situation a soudainement dégénéré. Après une énorme explosion, tout le marché s'est instantanément transformé en un véritable brasier. Mais c'était quoi ce monstre? Une ombre gigantesque a soudainement recouvert le marché. Les gens hurlaient à plein poumon « Fuyez !»
C'est devenu le chaos total en une seconde. Les étals ont été balayés en un instant et les cris de panique fusèrent de toutes parts. Un nuage de poussière obscurcissait la vue. Alan sentait que les choses n'étaient pas si simples. La réaction du monstre était trop anormale, ça ne ressemblait pas à une bête sauvage ordinaire. Alors que tout le monde fuyait pour sauver sa peau, Alan a fait tout le contraire et a foncé droit vers l'endroit le plus dangereux. L'elfe derrière lui n'en croyait pas ses yeux. Ce type était-il devenu fou? Ce monstre était déchaîné. Les elfes criaient à plein poumon « Apportez de l'eau !» Personne ne s'attendait à ce que cette créature, d'habitude si peureuse, soit aussi difficile à maîtriser. Alors que la situation était sur le point de devenir incontrôlable, Alan a finalement ouvert son grimoire. Il n'avait pas l'intention de rester les bras croisés à attendre. Ce sort était d'une puissance stupéfiante. Il a directement maîtrisé le monstre arrogant. Un silence de mort s'est abattu sur toute la place. L'elfe à côté était bouche bée. Qui aurait pu penser que ce gamin sorti de nulle part porterait cette robe de mage légendaire? Son identité était désormais révélée au grand jour. Le véritable apôtre de la magie était juste sous leurs yeux. « Tu veux mourir ou quoi ?» Un garde-elfe a bloqué le passage à Alan. Bien qu'il le remercie d'être intervenu, il pensait qu'un simple mage épéiste ne pourrait pas gérer une telle situation. Les elfes, très fiers, ont insisté pour qu'Alan recule, disant qu'il s'occuperait du monstre. Et le résultat, une pluie d'épées s'est abattue sur le monstre sans même l'égratigner. Les épées dont ils étaient si fiers se sont toutes brisées. Le monstre a poussé un grognement de mépris. Les elfes, d'habitude si élégants, sont devenus livides. C'est la cata. Les elfes ont commencé à paniquer, marmonnant que si seulement Shumir était là, tout irait bien. Alors que ces gens cherchèrent des renforts, le monstre est soudainement reparti en furie. Alan a crié « Attention !» Là, tout le monde était sidéré. La vitesse d'incantation d'Alan était à un tout autre niveau que celle des elfes. Face à lui, ce monstre arrogant n'a même pas eu l'occasion de riposter. Qui aurait pu imaginer qu'il pouvait manier une puissance aussi terrifiante avec une telle désinvolture, presque comme s'il jouait? Alan a levé son grimoire, son ton était d'un calme effrayant. « Voici mon grimoire !» Pensant que l'eau pourrait maîtriser ce monstre, Alan a directement projeté une colonne d'eau géante. Mais qui aurait pu deviner que cette bête pouvait contrôler le sable et absorber l'eau en un instant? Là, la situation est devenue totalement hors de contrôle. Les elfes, terrifiés, ont crié « Courez !» pensant qu'Alan était fichu cette fois. Après tout, le sable est le contre de l'eau. Mais Alan n'avait pas la moindre intention de battre en retraite. Il se tenait fermement face au monstre, son grimoire s'ouvrant à nouveau. Un flot d'eau gigantesque a explosé au centre du champ de bataille. Cette puissance était tout simplement écrasante. Les elfes à côté regardaient, ébahis, chuchotant entre eux « Mais c'est qui ce gamin ?» Alors que tout le monde était captivé par Alan, ce fameux Shumir qui avait disparu était en fait caché dans l'ombre, en train de ricaner. Continuer comme ça ne mènera à rien. Un bombardement magique ordinaire ne peut pas atteindre le cœur de ce monstre. Alan observait la situation avec calme, essayant de trouver une faille dans le chaos. « Je t'ai eu !» C'est là la source de l'aura la plus maléfique. Alan a saisi le bon moment et a directement verrouillé le point vital du monstre. Soudain, une force, cette magie verte qui a frappé, et en un instant, le monstre s'est retrouvé démembré. Juste au moment où Alan poussait un soupir de soulagement, ce fameux Shumir, sorti de nulle part, est apparu en silence juste derrière lui. Il l'a félicité avec un sourire, lui disant qu'il s'était bien débrouillé. Ce type dégageait une aura complètement différente. Alan a capté tout de suite que Shumir était un maître absolu, peut-être même le gardien de cet endroit. Ce regard imperturbable. Seuls ceux qui ont traversé d'innombrables champs de bataille peuvent posséder une aura aussi écrasante. Mais avant qu'Alan ait pu lui poser la moindre question, un groupe de gardes a déboulé. Ils se sont mis à engueuler Shumir comme du poisson pourri, lui reprochant de s'être volatilisé au moment critique, ce qui a failli tous les faire massacrer. Le chef des gardes était hors de lui, il lui postillonnait presque au visage en hurlant comme un dératé. Face à ces accusations, Shumir arrivait encore à sourire, l'air de s'en foutre complètement. Mais là, Shumir s'est vraiment énervé. Pointant du doigt, ce groupe d'elfes, guerriers, il les a insultés. La grande garde de la forêt qui a besoin d'un gamin humain comme bouclier, mais c'est la honte totale. Puis il s'est tourné vers Alan avec une lueur d'approbation dans le regard. Ce gosse était vraiment abusément fort. Mais avant que tout le monde ait pu souffler, l'énorme monstre noir est réapparu. Et à ce moment-là, une onde de choc terrifiante a explosé. Shumir a plongé sur Alan et l'a protégé de tout son corps. Ce monstre a vraiment la peau dure. Une attaque de ce niveau n'a même pas réussi à le mettre KO. Alan fixait intensément le noyau rouge sur sa poitrine. Apparemment, c'était ça, son véritable point faible. C'est alors que Shumir s'est approché de lui pour lui proposer de lui servir de couverture. Mais il ne faisait pas ça gratos. Il a exigé qu'Alan lui accorde une faveur en échange.
Shumir était un sacré calculateur, mais Alan n'était pas né de la dernière pluie. En surface, il a accepté d'y réfléchir, mais en douce, il calculait déjà comment soutirer des infos à ce type. Shumir a levé son arc. Si c'est vraiment moi qui l'achève, alors je considérerai ta proposition. Très bien. Je pourrais obtenir des infos sur la bête fantôme. Alan a ouvert son grimoire et l'énergie autour de lui a littéralement explosé. Là, Shumir a compris qu'il s'était complètement planté sur son compte. En voyant le torrent d'eau déferler dans le ciel, il n'a pas pu retenir une exclamation de surprise. Alan lui a juste balancé une phrase « Puisque tu veux jouer les spectateurs, alors reste sagement derrière et assure mes arrières ».